On va maintenant présenter rapidement la Fondation Inspire pour ceux qui connaissent pas et ensuite je vais passer le micro à Leila et à Elisabeth. Donc la Fondation Inspire a 3 ans au mois de août 2023. Donc c'est encore un jeune organisme et notre mission c'est vraiment accompagner les jeunes afrodescendants et tous les autres qui sont intéressés par nos activités pour toutes les carrières, pas uniquement médecine mais aussi les autres carrières. Et derrière ça, on fait des ateliers, des conférences, le bootcamp manuel et aussi le Vie ma vie. Donc, pour ceux qui sont là présents, si un jour vous voulez faire du shadow, vous me contactez, vous aurez la possibilité de faire du shadow. Et on a aussi plusieurs médecins qui actuellement sont ouverts au shadow et c'est super important comme expérience. Donc, je vais pas prendre trop de temps. Je vais écrire dans la boîte de chat le site web de la fondation et puis vous aurez aussi la possibilité d'assister au bootcamp cette année que vous aurez les dates. C'est le 15 et 16 juillet 2023. Donc, je passe le micro aux animatrices d'aujourd'hui. Super, bien. Merci beaucoup, Dr. Jean-Chou, et merci à la Fondation Inspire. Je suis toujours très honorée d'être invitée pour parler pour une fondation aussi importante, pour un des mentors qui est important dans ma vie. Donc, on est vraiment honoré d'être ici. Moi, c'est Leïla. Il y en a certains d'entre vous qui me connaissaient déjà des autres ateliers que j'ai animés par le passé. Je suis présentement dans ma 4e année en médecine à l'Université Montréal, fait que je finis. Il me reste 2 examens, puis j'ai fini. J'ai fait un baccalauréat en biochimie avant de rentrer en médecine. Et puis, la première fois que j'ai appliqué en médecine, j'ai fait le MEM, j'ai pas été prise. Et puis, j'ai refait des applications l'année d'après. Et puis, je suis rentrée la deuxième fois. Donc, j'ai fait les MEM en personne 2 fois. Et puis, j'ai passé mes entrevues pour le CARMS, que si vous ne savez pas, c'est les entrevues pour la résidence. J'ai eu 9 entrevues, dont plusieurs qui avaient des ateliers MM en caméra. Fait que je me sens bien en place pour vous donner des tips and tricks. Et puis après que je termine mes 2 examens pour la fin de mon MD, je vais commencer ma résidence en pédiatrie à Sainte-Justine, donc avec Dr. Chanchou à l'Université de Montréal pour un autre 4 ans. Donc c'est pas mal ça pour moi. Elisabeth, je te passe la parole pour te présenter. Oui, donc je m'appelle Elisabeth et je suis étudiante en 2e année de médecine. Puis moi, je viens du parcours Cégep, donc j'ai fait 2 ans de sciences de la santé, puis là, j'ai fait mon année de pré-med et là, je suis en 2e année de médecine. Donc ça, c'est la première fois que je suis invitée pour donner cet atelier, donc je suis très honorée d'être ici. Je suis vraiment contente de vous voir et de vous rencontrer. Donc, parfait. Je pense qu'on peut commencer maintenant. Donc, Super, merci. On a juste une dernière qui est arrivée, c'est Nouria. Tout à l'heure, oui. elle se présentera à la pause. Euh, vous pouvez commencer, ensuite on pourra lui donner la parole à la pause pour la présentation. Parfait. Donc, voici le plan de la présentation. On va parler un peu de c'est quoi les MM, comment se préparer avant, puis le jour même des entrevues, puis c'est quoi les ressources qui existent. Ensuite, on va faire quelques ateliers pratiques et on va avoir une période de questions. Puis, si vous avez des questions au long de la présentation, vous pouvez les mettre dans le chat, puis on va les passer après la première partie. Donc, juste avant les ateliers pratiques, on va répondre à vos questions. Et bien sûr, il y a aussi la période de questions à la fin. Donc, les mini-entrevues multiples, c'est quoi leur but? Premièrement, c'est sûr ça existe pour évaluer certaines compétences personnelles et des aptitudes générales jugées essentielles à la réussite du programme de médecine pour que vous soyez des bons médecins. Mais pourquoi on fait des mini-entrevues multiples et pas juste une entrevue traditionnelle avec une personne qui vous pose des questions? Mais c'est sûr que plusieurs petites stations, ça va aider le comité à évaluer votre performance dans plusieurs aspects, donc avoir un meilleur portrait global. Et aussi, avoir plusieurs évaluateurs, ça va contribuer à diminuer les biais qui peuvent exister. Donc, c'est quoi les compétences qui sont évaluées? D'abord, il y a le professionnalisme, parce que devenir un médecin, c'est pas juste mémoriser des maladies et apprendre des techniques, mais c'est aussi acquérir une nouvelle identité comme professionnel de santé, puis avec tous les droits et responsabilités qui viennent avec. Donc, il faut démontrer de l'intégrité, l'authenticité et avoir un bon sens de responsabilité.
Ensuite, la capacité relationnelle, c'est un point très important parce que comme médecin, vous allez bâtir des relations avec des patients et travailler en équipe avec les autres professionnels en santé. Donc, tous les jours, vous allez communiquer, vous allez montrer de l'empathie et du leadership. Capacité d'adaptation et autocritique, car il faut pouvoir s'adapter à plein de situations imprévisibles. Et capacité à exercer un jugement éclairé et à posséder un esprit critique. Parce que pour prendre des décisions importantes, il faut pouvoir baser ses actions sur des informations fiables, être capable de justifier ses décisions, accepter la critique des autres et aussi critiquer soi-même. Et finalement, la conscience sociale et ouverture d'esprit, parce que comme médecin, vous allez créer une culture de sécurité pour vos patients en étant ouvert d'esprit, en étant conscient des enjeux sociaux actuels et en reconnaissant vos propres biais. Donc, toutes ces compétences, j'ai trouvé sur le site web de Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke, mais selon les différentes universités, vous pouvez voir comme encore plus de compétences qui sont évaluées. Donc, je vous invite vraiment à chercher en ligne pour chaque université. Donc, cette année, les entrevues se déroulent en mode virtuel, mais comme Leila, quand elle a fait ses entrevues, c'était en personne. Moi, personnellement, à cause de la pandémie, j'avais même pas d'entrevue. J'ai juste fait mon Casper. Donc, et depuis la pandémie, c'est en mode virtuel. Donc, on ne sait pas pour les prochaines années, est-ce que ça va revenir en personne, mais pour la présentation d'aujourd'hui, on va parler du format virtuel. Donc, il y a une entrevue pour les 3 universités francophones, Sherbrooke, Laval et UDM. Il y a 9 stations, donc 9 mises en situation et 7 minutes par station. Quelques informations techniques. Donc, les types de stations, il y a des stations de type discussion, des stations de type jeu de rôle où vous devez interagir avec un acteur dans une mise en situation, comme un scénario. Et chaque station va être évaluée par un évaluateur différent. Et si vous regardez, par exemple, sur le site web de l'UDM, vous allez vraiment voir c'est quoi en détail le déroulement. Ça va être soit sur Zoom ou sur Teams. Mais dans le fond, vous allez recevoir comme un énoncé. Vous allez pouvoir la lire puis réfléchir pendant 1 minute. Et ensuite, la station va commencer. Et là, vous avez 7 minutes pour la faire. Et 1 minute avant la fin de la station, vous allez avoir comme un avertissement qui reste juste 1 minute. Mais ça, c'est pour les stations de type discussion. Mais pour les stations de type jeu de rôle, vous n'allez pas avoir la minute de préparation. Donc, vous allez juste lire une courte phrase sur c'est quoi un peu le jeu de rôle. Puis tout de suite, vous allez entrer en jeu. Et pour le contenu, j'ai vérifié sur les sites web des universités que c'est un contenu, c'est des situations non médicales, donc vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances approfondies sur la médecine. Donc, juste pour vous donner un heads up. Et c'est quoi les universités qui demandent les MEM? Il y en a vraiment beaucoup. Donc, toutes les universités au Québec en demandent, puis même Ontario, UBC. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir faire si vous souhaitez appliquer en médecine. Donc, la question qui brûle, comment se préparer pour les MEM? On a trouvé 5 étapes. On va passer chaque étape une à une. La première étape, donc, se familiariser avec le format. En ligne, il existe plein de mises en situation gratuites, soit sur le site des universités ou des services en ligne qui aident à préparer, mais toutes ces questions sont disponibles gratuitement si vous cherchez MMI ou MEM sur Google. Donc, on vous conseille fortement de les regarder juste pour avoir une idée. Ça ne veut pas dire que ça va être ça la question à votre entrevue, mais ça va vous donner une bonne idée. Donc, prêtez attention aux directives et indices. Lisez, allez sur le site web des universités pour voir ces directives, puis vous familiariser en avance et s'attendre à être surpris par de nouveaux sujets, des interventions ou des questions inattendues. On a remarqué que, comme dans les entrevues, il y a toujours comme une station ou deux où la question est très déstabilisante, où la situation, comme avec un acteur, est très déstabilisant. Donc, soyez pas trop surpris. Juste gardez en tête qu'il faut toujours être calme. Puis,
si vous restez calme, vous allez pouvoir naviguer ces situations. Comme j'ai dit tantôt, ça, c'est les compétences qui sont évaluées. Donc, essayez de réfléchir à pourquoi cette compétence est importante pour devenir un médecin. Comment j'ai pratiqué cette compétence dans ma vie personnelle. Et sur le site web de différentes universités, vous allez trouver comme différentes compétences qui sont évaluées. Donc, par exemple, le jugement, résolution de problèmes, pensée critique, prise de décision, intérêt, motivation pour la profession à étudier en médecine. Sensibilité culturelle, ça, c'est moins évident. Mais donc, c'est important d'avoir fait comme une bonne recherche avant d'entrer en entrevue pour avoir déjà pensé à toutes ces compétences puis avoir une idée de c'est quoi. Et finalement, donc on a parlé un peu avant, mais le format des stations peut inclure des jeux de rôle, des discussions. Leila, quand elle a fait cette entrevue en personne, elle a aussi eu des stations en équipe avec d'autres candidats. Sur le format virtuel, je ne suis pas certaine si ça se fait encore, mais c'est toujours possible. Et Moi, je serais pas surprise, honnêtement. Excuse-moi de t'interrompre, Ouais, je serais pas surprise s'il le rapporte parce que c'est toujours une partie très importante dans les entrevues avant. Puis j'ai eu des entrevues en long-term où il y avait ce format-là qui était inclus. Fait qu'attendez-vous parfois à avoir quelque chose où vous devez travailler en équipe avec un autre candidat pour faire la station. ouais, ça se fait quand même bien sur Zoom, je pense. Donc, préparez-vous à ça. Puis des questions d'entrevue traditionnelles comme pourquoi vous voulez faire la médecine? Quelles sont vos faiblesses, vos forces? La deuxième étape, trouver un ou des partenaires pour pratiquer ensemble. Donc, pratiquez-vous comme si c'était les vrais MEM. N'oubliez pas de vous chronométrer à 7 minutes pile. Et demandez à quelqu'un de confiance d'évaluer votre performance ou filmer vous-même pour regarder d'une façon plus objective après votre pratique. Entraînez-vous à débattre vos idées sur des sujets variés et lisez les actualités liées à la santé. Donc, dans le passé, il y a eu des stations où comme ils demandaient votre opinion sur un sujet controversé lié à la santé. Donc, c'est quand même important, je pense, d'avoir une idée de ce qui se passe en ce moment au Canada ou même dans le monde. Juste regarder les nouvelles aux alentours, là aussi maintenant. Là. Donc, je vous encourage à regarder c'est quoi les choses dans la santé qui font les nouvelles. Parlez-en avec vos parents, avec vos proches, vraiment comme ayez des discussions éclairées sur les sujets parce que euh, il y a des fortes chances qu'il y ait au moins une station qui parle de ça. J'ai oublié de le mentionner au début, mais quand on fait une entrevue dans n'importe quelle capacité, on écrit, on signe un formulaire disant qu'on s'engage à ne pas dévoiler les questions qu'on a eues en entrevue. Donc, je ne peux pas vous partager les questions que j'ai eues dans les entrevues. Mais je vous donne comme le genre de choses qui pourraient revenir, peut-être, puisque c'est le genre de choses qui sont revenues dans mes entrevues par le passé. Et puis, je voulais ajouter aussi je vais pas te couper tantôt, Elisabeth, mais pour les stations, pour les acteurs, normalement, on a quand même la minute au début pour la consigne. La consigne est juste plus courte. Souvent, ça va être, alors, je vais donner un exemple que j'invente. Votre amie Elisabeth est assise au bateau. Elle a l'air préoccupée. C'est ça la consigne. Fait que vous avez une minute pour comme, regarder ça comme une directive. Mais la station commence vraiment, puis vous ne savez pas vraiment savoir à quoi vous attendre avant de rentrer dans la station ou avant que la cloche sonne puis que ça dit OK, la station est commencée puis que vous pouvez interagir avec l'acteur. OK. Donc, dans une autre étape que vous pourriez franchir si vous voulez vous préparer pour les MEM, il y a réfléchir à ses propres expériences antérieures. Comme Elisabeth l'a très bien dit, il y a des stations qui vont être plus d'ordre d'entrevue traditionnelle ou autobiographique, où vous devez parler de vous-même, partager vos valeurs, partager vos expériences, puis de préparer ces scénarios dans votre tête avant, ça peut être très, très aidant parce qu'on ne va pas être déstabilisé le jour puis se dire, nous demande, parle-moi d'un temps où X, Y est arrivé, tu n'es pas capable d'y réfléchir parce que c'est loin dans ta mémoire puis tu es stressé et tout ça. Fait d'avoir déjà réfléchi d'avance à différentes
moment dans ta vie, ça peut être vraiment aidant, puis ça fait en sorte qu'on a moins de chances d'être déstabilisé le jour de l'entrevue. Puis les universités le disent très ouvertement là, que leurs créations sont basées sur les compétences CANMED. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les compétences CANMED, c'est des compétences qui reviennent non-stop, comme en médecine, des choses qu'on s'attend à ce que les médecins acquisent comme compétences durant leur formation et qu'ils maintiennent durant leur carrière. Donc, vous pouvez aller sur le site du CANMED pour voir plus de détails, mais je vous ai mis les pétales CANMED qui reviennent tout le temps. Donc, il faut, comme bon médecin, il faut être bon communicateur, professionnel, collaborateur, un bon leader. Il faut être health advocate, qui veut dire de plaidoyer pour la santé de nos patients. Et puis, il faut maintenir une certaine érudition sur ces scholars, donc être à jour dans nos connaissances médicales. On peut s'entendre que, comme Elisabeth l'a dit, ça ne va pas être ça qui va être évalué, mais quand même, la question d'actualité repose sur le fait qu'il faut quand même s'intéresser à la santé si on pense vouloir devenir médecin. Donc, je vous encourage à regarder vos CV ou de penser à vos moments. Des fois, ça peut être même, j'ai joué au soccer toute ma vie, mais le soccer, c'est un jeu d'équipe. Fait que ça relève la capacité de collaboration. Ça peut être, vous auriez pu développer vos habiletés de communication en communiquant avec vos coéquipiers, vraiment penser à vos situations et vos temps dans votre vie où vous avez pratiqué ces différentes compétences-là. Et puis, je vous encourage à penser à des situations où ça a bien été ou ça a mal été pour les différentes choses qu'on a énumérées, collaboration, gestion de conflit, gestion de stress, communication, résilience. Euh, parce que la question peut être posée dans les deux manières. Une fois que ça a bien été, que tu as démontré une bonne empathie, puis une fois où tu as manqué, tu as moyen géré une situation de stress dans ta vie. D'avoir ces situations-là préparées dans votre tête, d'y avoir déjà réfléchi, ça peut être aidant. Et puis, il faut être aussi, j'ai écrit recevoir de la critique constructive. Ça, c'était pas dans les choses qui avaient énumérées, mais je pense que c'est important parce qu'on va toujours y faire face pendant nos études. Et puis, c'est quelque chose qui doit être, qu'on doit avoir comme compétence avant de ne pas être trop démuni puis être capable de bien recevoir de la critique. Et évidemment, il faut savoir pourquoi vous voulez devenir médecin. Tout le monde, c'est pour des raisons différentes. Toutes les raisons, c'est valide. C'est pas grave si c'est pour vous, ça a l'air, oui, évidemment, comme on peut aider les gens, mais encore plus, comme il y a plein de manières d'aider les gens. On peut aider les gens en étant dans des autos, parce que vous les aidez à trouver l'auto qui est bonne pour eux. Fait que vraiment, là, pourquoi médecin? Puis dans la santé, pourquoi vous voulez jouer le rôle du médecin et non du physiothérapeute et non de l'infirmière et tout ça? Fait que réfléchissez à ces questions-là. Je vais changer la slide. Ça, c'est tiré du site de McGill. Puis, il mentionne très ouvertement que vous devez être en mesure de répondre à ces questions-là une fois arrivé à l'entrevue. Fait que je vous encourage à y réfléchir, répondre avec votre famille, vos amis. C'est vraiment comme développer une réponse à ces questions-là qui sont importantes. Donc, est-ce que je serai en mesure d'entreprendre des études rigoureuses et intensives au point de vue qui sont requis pour devenir médecin? Fait que, on ne va pas se le cacher, ça peut être moi, là, on ne va pas vous le cacher, c'est des études intenses qui durent de nombreuses années. Comme j'ai dit, moi, j'ai fait un bac, après ça, j'ai fait ma médecine pour 4 ans, puis je vais faire une résidence pour un autre 4 ans. Fait que c'est beaucoup d'années d'études. Quelle stratégie vous avez déjà développée dans votre vie, puis qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous sentez prêt maintenant à entreprendre ce type d'études? Est-ce que vous avez des hobbies que vous faites à l'extérieur de l'étude? Est-ce que vous avez des techniques d'études que vous avez développées? C'est des différentes manières qui peuvent répondre à cette question-là. Est-ce que j'éprouve une passion pour la profession médicale et j'ai la volonté de me dévouer et d'en m'engager à servir autrui? Encore une fois, ça revient à la question d'avant que j'ai posée. Vous, pourquoi vous voulez devenir médecin? Vous, qu'est-ce qui vous inspire à appliquer en médecine? Ça peut venir d'une histoire personnelle ou ça peut revenir juste du fait que vous avez une passion pour les sciences et puis vous voulez quelque chose qui va vous donner un challenge dans un rôle en servant votre communauté. Il y a plein de manières d'aborder cette question-là, mais développer votre réponse à vous, là, qui vous êtes authentique. Essayez pas de trouver qu'est-ce que vous pensez que les gens veulent que vous disiez. Trouvez vraiment c'est quoi la vraie réponse pour vous, parce que ça va transparaître, l'authenticité va transparaître. Puis,
les intervieweurs, ils veulent vraiment apprendre à vous connaître, ils ne veulent pas avoir une façade, puis c'est facile de voir quand les gens ils jouent un rôle. Donc, j'encourage à trouver votre réponse à vous. Puis bon, expérience de vie professionnelle qui démontre que je suis préparée de la meilleure façon, que je me suis préparée de la meilleure façon possible pour faire une carrière en médecine. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà pris des rôles de leadership dans le passé? Avez-vous fait des choses de plus pour approfondir vos connaissances sur la santé? Avez-vous déjà fait du bénévolat pour apprendre à des serveurs de communauté? Like, plein de manières qu'on peut répondre à cette question-là. Mais réfléchissez dit avant. On passe à la prochaine slide. OK. Donc là, ceux qui ont déjà fait l'atelier de Casper, je vais repasser des choses qu'on a déjà vues. C'est pas mal exactement les mêmes slides, mais je vais les passer pour ceux qui l'ont pas vu dans le passé. Sachez que les principes éthiques biomédicales sont moins pertinentes, pas moins pertinentes, mais c'est moins ça qui revient dans la plupart des stations MEMS, mais il y a parfois des stations MEMS qui se rapportent à des questions éthiques. Donc, je vais les passer quand même parce que je pense que c'est important de au moins avoir une petite base avant de se présenter. Ça nous permet de comme regarder les questions éthiques d'un angle plus structuré. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en éthique biomédicale, il y a plein de concepts, mais les 4 concepts principaux qui reviennent tout le temps, c'est les principes d'autonomie, de justice, de bienfaisance et de non-malfaisance. Je vais passer ce que chacun veut dire après. Mais vraiment, quand on fait face à une problématique éthique ou un dilemme éthique, c'est important vraiment quand vous êtes dans l'espace de l'entrevue de être capable d'identifier c'est quoi le dilemme, c'est quoi le problème ici, qu'est-ce qui est, c'est quoi le dilemme auquel on fait face, et puis d'être capable d'expliquer les deux côtés, puis être capable de voir les deux côtés de la médaille. Donc, il ne faut pas être rigide dans notre courant de pensée, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais moi, je vois juste une solution à ça, puis c'est la bonne solution, puis it is what it is, puis moi, disons, je suis médecin. Moi, je suis médecin, puis moi, je sais ce qui est bon, fait que too bad. Ça démontre une fermeture d'esprit qui n'est pas dans le calme, c'est des choses qui n'est pas qui est important à ne pas avoir, par exemple. Donc, d'être capable de dire, OK, mais moi, je pense que c'est c'est la réponse, mais je vois aussi qu'il y a cette réponse-là a quand même des choses qui sont pertinentes à penser, puis peut-être que je le considère, mais en fait, puis d'intégrer ça dans votre courant de pensée pour après ça faire un choix entre les deux ou les multiples résolutions du dilemme. Mais à la fin, il faut prendre, il faut être capable d'être ouvert, mais sans être ambivalent ou être confus. Il faut être capable de justifier une décision finale. Ça va être plus clair, on va donner un exemple tantôt d'un dilemme éthique. Donc, le principe de l'autonomie, c'est de reconnaître la faculté d'une personne à avoir des opinions, à faire des choix et agir pour soi-même selon ses propres valeurs. Donc, il faut permettre de donner à un patient l'autonomie de faire ses propres choix, puis de faire ses propres choix de manière éclairée, disons. Donc, être certaine que la personne qui prend un choix a toute l'information dont elle a besoin pour prendre une bonne décision. Et puis, avec ça, il faut dire la vérité avec toutes les informations qu'on peut leur fournir pour qu'ils prennent leur bonne décision. Il faut être capable de leur donner l'espace pour prendre cette décision-là par eux-mêmes. Donc, puis parfois, ça peut sembler évident, évidemment, que je veux laisser les gens la liberté de faire leur propre choix. Des fois, c'est pas si évident, là, parce que parfois, ça peut être en opposition avec ce que nous, on pense être la meilleure chose pour eux. Mais c'est une des choses qui peuvent être relevées dans un dilemme éthique. Donc, vérifier que la personne soit libre et apte de prendre ses propres décisions sans influence. Ça, c'est super pertinent pour un médecin. Je ne pense pas que ça va être quelque chose qui va être nécessairement évalué dans vos MM parce que c'est comme une coche de plus, mais sachez que une des choses qui est importante dans le concept d'autonomie quand on est médecin, c'est de voir si les gens sont aptes à prendre des décisions. Donc, ça veut leur dire qu'ils sont dans la capacité mentale, physique, etc., pour pouvoir prendre des décisions libres et éclairées, qu'ils sont capables de comprendre les concepts qu'on leur explique, puis capables de raisonner sans être influencés par des choses extérieures ou par des affections extérieures. Donc, je prends quelqu'un dans un coma n'est pas apte à prendre des décisions pour eux-mêmes. C'est
un exemple extrême, mais je pense que ça va vous illustrer l'idée. Prochaine slide. Donc, la justice, ça s'explique, je veux dire, c'est de traiter tout le monde comme égal ou de traiter toutes les situations comme égaux et puis de donner, d'essayer de faire abstention de nos biais personnels quand on offre des choix à quelqu'un ou quand il y a une décision qui est prise. Ouais, les professionnels ont le devoir de rester juste avec leurs patients et clients, donc c'est pas parce que quelqu'un est, je sais pas, est quelqu'un qui vit dans la rue qu'il mérite moins de justice ou moins de bons soins ou moins de respect qu'un autre. Encore une fois, c'est un exemple extrême, mais c'est ce qui est relevé dans le principe de justice. La non-malfaisance, fait qu'il y a l'obligation de ne pas nuire ou ne pas blesser autrui. Bon, on veut pas mettre de mal à l'autre, on veut essayer de minimiser les risques pour les gens, on veut essayer de minimiser la souffrance qu'on cause chez les gens, sauf si vraiment médicalement nécessaire. Puis bon, oui, j'ai dit, c'est mis d'avant quand on parle de choix de traitement, de tests, c'est des médicaments qui ont moins d'effets secondaires ou qui vont avoir moins de répercussions à long terme pour les gens. Ou en pédiatrie, par exemple, on pense à les bébés. C'est pas agréable pour un bébé de se faire piquer 1000 fois pour prendre des prises de sang. Fait quand on prend une prise de sang, on veut être sûr qu'on demande tous les laboratoires qu'on veut parce qu'on ne veut pas être obligé de se dire ah, j'ai oublié ce laboratoire-là que je voulais être obligé de repiquer le bébé et de les faire mal une autre fois. Ce genre de choses. Bienfaisance. Donc, évidemment, on veut contribuer au bien-être et on veut aider les autres. Ça, c'est comme la base en médecine, puis dans le système de santé en général. Là, on veut essayer de porter des actes qui sont bienfaisantes, qui sont comme bien intentionnés envers l'autre. Je peux me poser plus ça là-dessus. OK, 5. Donc, relaxer. Ça, c'est plus difficile que ça a de l'air. C'est extrêmement stressant comme environnement. Au moins cette année, d'avoir fait l'exercice en personne versus en ligne, parce que j'ai fait en personne pour rentrer en médecine, mais je l'ai fait en ligne pour rentrer à la résidence. Je vous dirais que c'est moins stressant en ligne parce que vous êtes au moins dans votre environnement à la maison. Vous êtes comme, tu sais, moi par exemple, j'avais comme mon souffle sur mes jambes que personne ne voyait. C'est très différent de ce que c'était avant en personne où on était confinés, ils nous enlevaient aussi notre cellulaire. C'était un peu plus stressant, mais quand même, ne serait-ce que vous allez très, 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 très fort pour arriver où vous êtes. Je vous dis félicitations pour rapport à l'entrevue parce que je sais le travail que ça prend pour être en position d'avoir l'entrevue. Puis, je ne veux pas minimiser ça. Là, vous allez passer tout ce qui est le plus difficile, toutes les années, les heures de travail que ça prend pour avoir le dossier, pour être capable de faire l'entrevue. Ça, c'est comme la dernière comme, montagne avant d'arriver vers de l'autre côté. Fait que je comprends que c'est stressant parce que the stakes feel high, mais c'est pas parce que c'est stressant que vous n'êtes pas capable de passer à travers. Comme je dis, moi, j'ai pas réussi la première fois, puis je réussi la deuxième fois. Il faut se dire que vous allez juste faire de votre mieux, puis c'est comme une journée dans votre vie, faites de votre mieux, puis après ça, ça va être correct, peu importe le résultat. Et puis de se stresser et de se dire qu'on va mal faire, ça fait juste en sorte qu'on a l'air plus stressé, on manque de mots plus, fait que ça se passe moins bien, c'est comme un cercle, c'est comme un auto-prophecy qui se joue en loop. Donc, de se dire avant, tu sais, je vais faire mon mieux, ça va être correct, mais ça va être stressant, mais être capable de passer à travers, ça nous met dans un état d'esprit qui est plus propice à la réussite une fois arrivé à l'entrevue. Bon, il va falloir prendre chaque problème individuellement. Ils vont vous le dire, puis c'est important, puis je vous conseille vraiment, là, c'est important d'essayer le plus possible de garder ça vrai pour vous. Chaque station est évaluée individuellement. Si vous foirez, si vous vous échouez, j'ai dit un peu beau, si vous échouez une station, c'est pas grave. Oubliez la station, une station est finie, vous oubliez, passez à la prochaine. C'est pas grave parce que peut-être que votre score au complet, ça va être assez quand même pour être compétitif. Donc, essayez de ne pas vous emballer de j'ai mal fait la première station, ça veut dire que toutes mes stations vont mal aller. Non, c'est pas vrai. Les stations évaluent des choses différentes, puis il y a peut-être certaines choses que vous êtes plus à l'aise avec, que les autres sont moins, et vice-versa. Donc, prenez chaque station individuellement et passez au prochain. Et puis bon, manger, dormir, respirer, évidemment. On va passer au prochain. Bon, là, on va commencer les exemples pratiques. Avant, on va répondre aux questions. Là, je réalise que j'ai parlé vraiment, j'ai beaucoup parlé, fait que je vais essayer de moins m'étaler.
Est-ce qu'il y a des questions? Pourrions avoir accès à la... Ah, bon, ça, c'est déjà ça. OK, parfait. Est-ce que Nouria, tu peux te présenter? Ce qu'on a manqué au début. En 30 secondes, un peu. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Ok. Bonjour tout le monde, désolé pour le retard. Je m'appelle Nouria. Je suis en ma première année universitaire à McGill. Pour l'instant, je ne suis pas en médecine encore, mais ça m'intéresse beaucoup. Et merci d'être venu. Merci beaucoup, Nouria. Je suis contente de t'avoir. Oui, Emma, vas-y, tu as une question? Oui, je voulais te demander, c'est quoi les trucs que tu as changé entre ta première et deuxième entrevue que tu penses qui t'ont aidé à réussir l'entrevue? Oui, sure, c'est une super bonne question. Fait que je vais te le dire, tu sais, la dernière slide que j'ai dit de bien manger, dormir et tout, c'était très vrai pour moi. La semaine avant ma première entrevue, j'étais à mon bac, puis j'avais un gros papier à écrire de comme 40 pages. Puis j'ai presque pas dormi de la semaine, honnêtement. J'ai dormi 4 heures par nuit toute la semaine. Je me suis pas vraiment préparée pour les entrevues. Je suis comme allée comme ça. Euh, Fait que j'avais pas bien dormi. Euh, J'avais pas préparé comme des questions comme d'expérience personnelle. Fait que ça m'a déstabilisé vraiment. Là. Genre, il y avait des questions qui m'ont demandé par rapport à mes expériences personnelles, puis j'arrivais pas à y penser. J'étais comme, voyons donc, like, une fois que j'ai fait ça, je suis comme, Fait que je pense que ça a fait en sorte que j'avais l'air moins certaine, moins confiante. Je sais moins moi-même, honnêtement, pendant les entrevues. J'ai vraiment mis là-dessus. Fait que pour l'année d'après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu j'ai préparé les mêmes genres de questions que ce que je vous suggère de préparer, là, tout ce qui est autobiographique. J'ai fait quelques pratiques avec le service de l'UDM, le César, que je vais écrire dans le chat. Là. Si jamais vous êtes étudiant à l'UDM, vous pouvez y avoir accès. Puis à l'extérieur, je pense que vous allez payer des frais un peu plus pour faire des pratiques. Puis c'est ce que j'ai fait l'année d'après. Je pense que aussi j'étais un peu plus détachée la deuxième année. La première année, c'était très gros pour moi. Fait que j'étais vraiment stressée. Puis la deuxième année, je suis un peu plus détachée, je suis un peu plus relax parce que j'avais déjà un bon plan B. J'allais faire une maîtrise, j'avais une bourse. J'étais vraiment confortable avec l'idée de devoir repasser un autre an à faire ma maîtrise. Donc, je pense que c'est ça qui a fait de la différence, honnêtement. Ça répond à ta question. Oui, merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à l'atelier? Pour les exemples pratiques, on ne va pas les faire exactement comme si vous étiez dans les stations MEM, juste par souci de temps. Ce qu'on va faire, c'est que pour certaines questions, on va vous donner la minute pour réfléchir à ce que vous auriez préparé dans votre tête pour la station, pour un peu simuler ça. Sans vous donner le 7 minutes après de répondre à la question. Puis à la place, ce qu'on va faire, c'est que je vais raisonner avec vous sur ce qui est important à penser, ce que moi, j'aurais peut-être pensé à dire, puis on va faire ça comme ça. Ça vous va? Ça donne... c'est juste ça que je vais facturer. OK, donc, on commence avec la première mise en situation. Donc là, Isabelle va vous timer pendant 1 minute pour lire la question et puis pour réfléchir. Et donc, ça commence maintenant. OK, c'est fini. Super.
Donc, tu peux passer à la prochaine slide. Bon, on a donné la minute, stop. Fait que, je ne sais pas comment ça va être pour vos entrevues en ligne, mais en personne, c'était des cloches. Comme il y avait une cloche qui faisait comme ding pour lire la station, ding pour rentrer dans la salle. Fait que ça, c'est comme quand vous allez rentrer dans la salle ou quand vous allez pouvoir interagir avec l'interlocuteur. Fait que, est-ce qu'il y en a qui veulent partager un peu des choses auxquelles il aurait pensé pour... est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est raisonnable? Est-ce que vous pensez que c'est quoi le dilemme ici? Oui, vas-y, Kaina, je t'écoute. OK. Donc, moi, j'avais parlé du fait que l'augmentation des gens par classe, malheureusement, ça serait inversement proportionnel avec la qualité de l'enseignement qui pourrait être offert à chaque élève. Parce que, en fait, c'est connu, personnellement, je suis une tutrice et justement, j'ai été tutrice pendant longtemps et comme la beauté du tutorat, c'est justement le fait d'offrir un service adapté à l'élève parce que t'es seul avec lui. Tu peux justement adapter ton enseignement. Et justement, c'est ça le problème avec des classes qui seraient plus, où il y aurait plus d'élèves, c'est que ça deviendrait dur de justement prendre en considération les besoins de chacun. Donc, c'est ça. Excellent, super. Oui, Emma? OK. Mais moi, j'avais aussi regardé le côté des élèves comme Kaina. J'avais regardé, comme elle dit, si on ajoute, si on enlève l'effet que ça peut avoir sur l'éducation. Mais j'avais aussi regardé du côté du professeur. Une plus grosse classe, des fois, c'est plus de gestion, moins de gens qui vont l'écouter, fait que plus de discipline, ce qui peut être dur pour eux. Mais aussi, comme elle dit, ça enlève ces relations interpersonnelles qui vont souvent aider les professeurs à continuer. Donc, pour eux aussi, ça peut être difficile, justement, cette augmentation d'élèves par classe. Super. Donc, j'adore vos deux réponses. J'adore le fait que vous avez pu voir les répercussions sur les étudiants, aussi pour les professeurs. J'ai vraiment aimé, Gaïna, que tu as rapporté quelque chose dans tes expériences personnelles. Vraiment des super belles réponses pour les deux. Je pense que c'est des choses à prendre en compte. Tu peux changer la slide. Bon, quand vous êtes senti, il y avait eu des difficultés, des compétences que vous pensez qu'on cherche. Fait que les deux premières, on ne l'a pas stimulé, fait qu'on va passer ça, mais est-ce que les compétences qu'on cherche à évaluer ici, vous diriez c'est quoi, disons? C'est pas grave, je vais vous dire. Je vais vous dire ce que moi je pense. On va passer la slide. Fait que, tu sais, dans cette situation-là, je pense que le plus poignant, c'est vraiment de voir c'est quoi votre pensée critique, c'est quoi votre capacité à résoudre un problème. On a parlé un peu de regarder les différents côtés d'une médaille, d'un problème éthique. Fait que, tu sais, c'est de voir, ici, le dilemme éthique, ça se rapporte moins au thème biomédical qu'on a vu tantôt, là, mais plutôt au fait que, tu sais, qui bénéficie? Est-ce qu'on fait bénéficier tout le monde avec, avec le fait que si le budget reste équilibré pour l'université, c'est faire ça que l'université peut continuer à donner les mêmes services? Ou est-ce on pense à l'individuel de dire, genre, c'est qui qu'on va laisser en arrière si on augmente la capacité de la classe? Est-ce qu'on va laisser en arrière les gens qui ont déjà un problème qui ont déjà des troubles d'attention en classe, d'avoir plus de gens en classe, être plus distrayants? Est-ce qu'on va laisser de côté les gens qui ont recours seulement à des services de tutorat gratuits, donc avec le professeur individuellement, qui vont avoir moins de place parce qu'il va y avoir plus de gens dans la classe, ou avec je pense que c'est au nom en anglais, le TA, le Teacher's Assistant. Fait que s'il y a plus de gens qui ont besoin de ce service gratuit-là, ça fait moins d'accès pour ces gens-là. Ça va donner plus d'avantages aux gens qui peuvent recourir au privé pour des services de tutorat. Il y a plein de choses auxquelles on peut penser ici, mais c'est de voir un peu c'est quoi votre pensée critique à la situation, puis de voir votre raisonnement basé sur vos propres expériences, basé sur vos propres valeurs. Et en même temps, comme j'ai dit, il ne faut pas nier le fait que sans équilibre de budget, je suis dans une université, l'université, c'est quoi qui arrive à l'université? Est-ce que l'université doit arrêter des programmes? Est-ce qu'elle doit arrêter d'être en place? C'est pas tous, il faut aussi penser que ces élèves-là vivent dans un système, puis le système doit aussi fonctionner pour que l'individuel doit bénéficier. Il n'y a pas comme une bonne réponse, je pense, à la question. Honnêtement, je pense que les deux s'argumentent.
mais l'exercice ici, c'était de vraiment voir votre raisonnement. Donc, je vous encourage dans ce type de station de vraiment comme, même si vous n'avez pas la réponse ultime, like right away, quand vous commencez à répondre à la question, c'est de donner accès à votre courant de pensée à l'intervieweur. Tu sais, moi, des fois, dans mes entrevues, pour me donner un peu plus de temps pour structurer ma réponse, je disais, c'est quand même complexe comme question à répondre parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Par exemple, si je prends le côté des élèves, je pense qu'il y a d'avoir plus de gens. Non. Mais même là, si je prends le côté de l'université, il faut quand même que l'université continue d'exister puis continue d'être capable de donner des cours. Puis si le budget n'est pas équilibré, est-ce que ça veut vouloir dire que le cours va arrêter? Like, ça vous donne le temps de comme vraiment bâtir votre propre opinion, dire les différents arguments, puis en même temps de montrer que vous avez bien réfléchi à toutes les choses différentes qui sont en compte, puis tous les différents éléments qui existent dans cette problématique-là. Bon, exercer un jugement éclairé, posséder un esprit critique, on en a parlé, puis bon, après ça pourrait, c'est pas mis en gras parce que ça pourrait être quand même pertinent à les relever, mais c'est pas l'essentiel de la question, c'est de penser aux droits, aux intérêts des plus démunis, puis être consciencieux socialement, puis d'être ouvert d'esprit dans sa réflexion. Oui, vas-y, Ahmed. Non, je voulais juste demander, donc pour ce type de question, c'est vraiment mieux à la fin de la question de comme avoir une position, right? Et comme de stick par la comme décision que tu as prise. Je pense que ça se fait des deux manières. Tu sais, si tu as déjà tu peux commencer par dire, là, si tu as déjà une idée de ce que tu vas répondre, de dire, moi, pour ma part, je pense que ça serait désavantageux d'augmenter le nombre d'individus dans une classe, puis je proposerais de regarder quelque part d'autre pour une autre solution pour équilibrer le budget, parce que mais je pourrais voir que ça aussi, c'est important, mais, like, again, il faut aussi savoir que c'est pas la seule solution pour équilibrer un budget, par exemple, de voir comme you can do it at the end, you can do it at the beginning. C'est juste d'être capable de démontrer que tu es capable de prendre une décision, d'être capable de voir que tu es capable de raisonner. Pas juste. Et moi, je pense que c'est ça, parce que ça, c'est la bonne réponse, puis c'est ça qui est ça. Ouais, ok. Je pense. Prenez tout avec un grain de sel. J'ai jamais reçu mon feedback de mes entrevues, mais quand je pense au travail d'un médecin, on fait beaucoup ça. On fait beaucoup de regarder tous les côtés des différentes choses et voir tous les facteurs qui interviennent, social, la décision médicale, la décision collective de l'hôpital et tout ça. Donc, d'accord, on peut passer. Bon, ici, j'ai écrit quelques affaires auxquelles on aurait pu penser, là, que moi, j'avais écrit hier, mais tu sais, qui est affecté par le nombre d'étudiants en classe. On a bien dit les étudiants, les professeurs peuvent être affectés. Est-ce qu'il y a des alternatives pour l'équilibre du budget qui existent? I don't know. Peut-être que ce serait à voir, que ce serait quelque chose à proposer. Est-ce qu'on sait d'où viennent les budgets de l'université? Oui, OK, il va y avoir de l'argent qui va venir de plus d'étudiants qui vont payer pour les services, mais après ça, il y a d'autres endroits où l'argent peut venir du gouvernement, différentes sources. Puis, est-ce qu'il y a des mesures objectives de voir les effets? Disons qu'on prend la décision, oui, on va augmenter le nombre d'élèves. Like, where do we stop? Est-ce qu'on arrête le moment où les moyennes des cours baissent? Est-ce qu'on arrête parce qu'on prend des sondages puis les gens sont insatisfaits de leur éducation? Est-ce qu'on va avoir des checks and balances pour arrêter à un moment donné ou pour mettre comme une limite à ce qu'on fait? Puis, c'est quoi la mesure? C'est des choses auxquelles on peut réfléchir. C'est quelles sont les répercussions, ouais. Si les universités n'arrivent pas à rencontrer le budget attendu. Fait que de ne pas nier le fait que comme l'argent, c'est quelque chose d'important. Une université, oui, il y a besoin d'étudiants, mais il y a besoin d'argent aussi pour fonctionner et pour donner de l'éducation. Fait qu'il ne faut quand même pas nier ce fait-là. Bon, là, je pense que j'ai pas mal discuté les affaires que je vais dire, prendre le temps. Puis au début, là, quand vous avez la minute, lisez la question, puis essayez déjà dans votre tête de partir, OK, là, c'est quoi que je pense qui est en jeu? Puis c'est quoi les différents côtés de la médaille? Puis moi, ce qui m'aidait des fois, là, c'est d'énumérer mes points, fait de dire, OK, moi, je vois 3 choses importantes dans ça. Puis de dire, les 3 choses sont de penser aux répercussions sur les élèves, de penser à qu'est-ce qui arrive si l'université n'a pas un budget équilibré, puis de penser à est-ce qu'il y a d'autres solutions.
Puis c'est ça les 3 choses que je vais dire pendant ma réponse. Puis ça me permet de me garder dans le temps, puis d'être structurée, puis d'avoir pas l'air de juste parler sans fin. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé, mais après ça, c'est vous qui développez votre propre manière de répondre aux questions. Puis moi, je termine quasiment toujours en résumant mon idée. J'ai dit, pour conclure, mes 3 choses que je pense qui sont importantes à penser, c'est ça, mais ma réponse est ça à cause de ça. Partager son point de pensée, ça je l'ai dit, être prêt à parfois, soyez prêts, des fois ils vont avoir des questions subséquentes, fait que ça se peut que vous répondez à la question en comme 2 minutes, puis ils vont avoir des questions de plus à vous rajouter, fait que, ok, pourquoi, as-tu pensé à ça aussi, ou peut-être qu'ils vont vous challenger sur votre réponse, fait que soyez prêts, it's okay. Ça se peut que it's okay si vous gardez votre opinion, ça se peut aussi que vous dites, vous savez quoi, c'est un bon point que vous me soulevez, j'y avais pas pensé, puis de discuter. Oui, vas-y, Emma. Pour les questions subséquentes, est-ce qu'on te laisse du temps de réflexion ou pas? Écoutez, moi, je vous dirais, répondez à la question qui vous a été posée au début, puis prenez le temps que ça vous prend pour répondre à la question au début. Stressez-vous pas avec « je réponds vraiment rapidement au cas où il y a d'autres questions à répondre ou je dois prendre le plus de temps possible » parce que ils savent qu'il y a des gens qui vont avoir plus de choses à dire ou qui vont prendre plus de temps pour expliquer la même chose. C'est vraiment comme, c'est pas un checklist de « oh, ils ont répondu aux 7 questions qu'on avait sur notre liste ». C'est une compétence qu'ils vont aller chercher à évaluer. Fait que si tu as démontré une bonne esprit critique, une bonne ouverture d'esprit, une bonne whatever compétence qu'ils cherchaient avec votre réponse, it should be okay, honnêtement. C'est ce que je vous dirais. Parce que de vous stresser à vous dire, il faut vraiment que je réponde le plus rapidement possible pour passer aux autres questions, ça sert à rien. Si vous dites, honnêtement, s'il y a des questions qui ont absolument besoin de répondre dans la station, ils vont pas vous piéger. Ils vont vous dire, je veux juste passer à la prochaine question parce qu'il faut que je la pose. Puis ils vont faire ça, ils vont te couper, puis c'est pas grave, puis tu vas passer à la prochaine question. Bon, souvent, pas une bonne semaine. Je pense que j'ai dit tout le reste. OK, fait que là, on fait un exemple d'un jeu de rôle. Fait que, à défaut d'utiliser nos talents d'actrice, Isabelle et moi, on va pas faire ça, mais on va quand même vous faire des petits tips and tricks pour dealer avec les acteurs. Les acteurs sont très, très bons pour les stations web. Souvent, c'est des vrais acteurs qui viennent faire ça toutes les années. Donc, attendez-vous à des grandes performances. Donc, ici, on a une situation où, vous appelez Sarah, une collègue de travail, avant de la passer prendre à l'aéroport, et puis vous partez pour San Diego, où vous avez une rencontre importante. Fait que là, dans les situations de jeu de rôle, c'est important de penser, moi, je suis qui? Fait que moi, ici, je suis la collègue de travail. Parce que la manière que vous parlez à un collègue de travail n'est pas la même manière que vous allez parler à votre ami proche, c'est pas la même manière que vous allez parler à un étranger. Fait que d'établir c'est quoi mon rôle ici, c'est important parce que dans une équipe de soins, c'est un rôle différent que vous avez en tant que médecin versus l'infirmière, versus l'ami proche. Fait que moi, la manière que j'approche ça, c'est OK, who am I? Je suis la collègue de travail. Puis qu'est-ce que je sais de cette situation? Bon, apparemment, on va à San Diego, puis apparemment, c'est quelque chose d'important. Passé. Dans ce type de station, la personne candidate interagit avec une actrice en jouant le rôle d'un personnage mentionné dans la vignette. Donc, l'actrice serait Sarah, l'amie, puis vous seriez la collègue de travail. Et puis, lorsque la station commence, l'actrice dit à la candidate « Je suis désolée de te le dire maintenant, mais je ne peux pas rentrer dans l'avion. J'ai trop peur. Je ne vais pas aller à San Diego. » Donc, dans les stations avec les acteurs, vous allez voir l'évaluateur va être présent, mais ne va pas vous parler. Puis, vous ne parlez pas à l'évaluateur, vous parlez seulement avec l'acteur. C'est vraiment, je vous encourage à essayer le plus possible de vous immerser dans le rôle, de vraiment faire comme si c'était votre collègue de travail. OK. Bon, on va pas le simuler là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est important de garder en tête ou de faire dans une situation comme ça où là, vous avez comme une tâche que vous avez vue au début. Fait que la tâche était d'aller à San Diego avec Sarah. Puis là, Sarah a dit, moi, je ne veux pas y aller, je ne veux pas aller dans l'avion, j'ai peur. Qu'est-ce que vous pensez est important de faire ou garder en tête? Oui, vas-y, Kaina. Moi, je dirais que, bien entendu, un de nos rôles serait de la rassurer. Là, ce sera la première étape parce qu'elle a l'air d'être un peu en crise, genre en peur. Donc, ce sera la première étape.
Mais aussi, il faudrait lui faire rappeler, surtout si c'est une rencontre importante, un peu plus tard, si elle est calmée, je dirais ce serait de lui faire rappeler l'importance de la rencontre et de lui faire rappeler son rôle, justement, par rapport à la compagnie et un peu l'engagement qu'elle a, qu'elle a avec la compagnie. Mais oui. Mhm. Parfait. Et puis Emma? Tout comme Kaina, j'aurais commencé, comme elle dit, par la réconforter, puis tu sais, lui remercier de nous avoir dit sa peur, parce que souvent, les gens vont avoir honte de le faire. Fait que vraiment qu'elle se sente reconnue, puis qu'on accepte ce qu'elle dit. Et par rapport justement à la rencontre, j'essaierai de lui proposer des alternatives, comme on peut faire, surtout maintenant, on pourrait faire la rencontre en ligne, qu'elle elle soit présente en ligne, même si moi je suis sur place. Et aussi lui proposer que pour les prochaines rencontres, si elle sait qu'elle a peur de l'avion, peut-être le dire à l'avance pour qu'on puisse penser à peut-être prendre d'autres moyens de transport comme la voiture, le bus, le train, pour que ça ne se reproduise plus. Puis, si possible, si à la fin d'un cours du temps, je pourrais essayer même de lui demander qu'est-ce qui lui fait peur de l'avion pour essayer de surmonter ça avec elle, puis lui donner des conseils. Super. Donc, je pense que les deux filles, vous avez donné des super bons points de rester empathique. Je pense que c'est super bien de la conforter, de lui prêter notre attention. Et puis, la suggestion de trouver des solutions est bonne en alternative. Mais comme Yann a dit, je pense que c'est aussi important de garder c'est quoi la tâche importante. Une des choses que tu as dit à la PMA, je pense que c'est probablement la chose clé que moi, j'aurais commencé avec. J'aurais commencé avec comprendre. Elle vous dit qu'elle a peur, mais elle a peur de quoi? Like, est-ce qu'elle a peur de l'avion? Est-ce qu'elle a peur de la présentation? Est-ce qu'elle a peur de something else happen? Est-ce qu'elle a, je sais pas, est-ce que quelque chose d'autre est arrivé? On le sait pas vraiment. On peut assumer parce qu'on voit avion, peut-être que c'est ce que nous, on aurait pensé comme étant la chose qui ferait le plus peur, mais on le sait pas vraiment. Fait que je vous encourage vraiment à comme garder like, le début de ces situations-là pour un peu comme assess, genre, what's actually happening? C'est quoi, tu sais, c'est quoi, d'être vraiment comme dans une position d'écoute plutôt que dans une position active, parce que, tu sais, on a tendance à vraiment vouloir, genre, démontrer qu'on est bon, démontrer qu'on est actif et tout, mais parfois, c'est tout aussi puissant d'être dans une position d'écoute, puis dans une position de questionnement, puis d'accompagnement de quelqu'un. Puis souvent, c'est ça qu'on est apporté à faire comme médecin. Je pense à, tu sais, si quelqu'un refuse je donne un exemple dans le corps médical, si quelqu'un refuse un vaccin, tu sais, de leur dire, ben, c'est important les vaccins parce que ça. Oui, en même temps, c'est important avant de faire ce speech-là puis d'être en actif, d'être plus en position de retrait puis de faire, c'est quoi qui peut faire peur par rapport au vaccin? C'est quoi qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé lié au vaccin ou qu'est-ce que vous avez appris par rapport au vaccin qui fait en sorte que vous êtes réticent puis de vraiment comprendre cette personne, mais dans une meilleure position après ça pour comme trouver la solution ou de trouver des points de discussion avec cette personne-là qui sont pertinents pour elle, parce que ça va être différent pour une personne versus une autre. Une personne qui a eu une réaction, qui ne veut pas le vaccin parce qu'elle a une réaction allergique à un vaccin en passé, versus quelqu'un qui ne veut pas un vaccin parce que à cause de ce qu'ils ont entendu sur les réseaux sociaux, c'est deux peurs différentes qui reviennent au même résultat. Fait que c'est ça que j'écris. Je pense que c'est important d'avoir une bonne capacité de communication, d'écoute, être respectueux envers la personne, démontrer qu'on est empathique. Le non-verbal, c'est important ici. Fait que d'être comme dans une position d'écoute, euh, d'avoir des bonnes capacités de communiquer clairement avec la personne, d'être calme quand la personne est énervée. Comme j'ai dit, ces gens-là, c'est des grands acteurs. Il y a des acteurs, des fois, qui sont en train de crier, ils sont en panique, vraiment, ils vont simuler la panique. Puis, tout. Puis de comme se laisser emporter avec ça. Parfois, ils vont simuler être fâchés contre nous, de se laisser emporter dans ça. C'est pas quelque chose qui démontre du professionnalisme. Fait que, de garder ça en tête, d'essayer d'avoir une disposition qui est plutôt qui est comme bien mesurée, disons. Bon, puis gestion du stress, évidemment, dépendant des situations. Il y a des situations que c'est pas stressant, là, c'est pas tout le monde qui on peut tout le temps être en crise, c'est juste préparez-vous à ce que ça se peut que ça arrive. Poser des questions tout en restant à l'écoute de l'acteur, essayer de l'accompagner dans la résolution de problème. Je pense que c'était super important ce que vous disiez les deux, de voir, tu sais, de parler de la personne à la personne du fait que c'est une rencontre importante, puis de leur faire voir que c'est quelque chose d'important, et d'essayer de voir s'ils sont ouverts à ça comme solution, de procéder avec la rencontre, c'est important.
mais en même temps, proposer d'alternatives, c'est aussi, les deux solutions auraient été bonnes. Je pense pas que j'aurais pénalisé aucune des deux. Mais c'est de voir après ça comment vous abordez ça avec l'acteur. Connaissez votre rôle, on en a parlé, puis comment rester dans ses limites. Fait que, comme j'ai dit, si c'est un étranger, d'interagir comme si c'est votre meilleur ami, c'est pas approprié dans la situation, puis vice-versa, d'être super détaché de quelqu'un qui est supposé être votre frère. Ça peut être un peu bizarre. Pas oublier le non-verbal, garder une disposition calme et assurée, parler à l'acteur, essayer pas de regarder à côté, regarder ça va être plus facile sur l'écran, là, mais je me rappelle par exemple en personne, des fois, l'acteur était ici, puis l'évaluateur était ici, fait que de pas regarder jamais l'évaluateur, c'est pas ça, engager avec l'acteur. Puis le pouvoir de penser au pourquoi, fait, pourquoi elle est réticente, comment est-ce qu'on peut arriver à une solution ensemble, qu'est-ce qui est important, c'est toutes des choses à réfléchir dans votre minute avant quand vous vous préparez. Puis aussi, vous allez là, à la fin, je ne sais pas si ça va être pareil, ça va avoir le temps avec vos co-applicants à la fin pour comme parler. Mais des fois, je parlais avec les autres applicants à la fin, puis là, on se disait, ah, elle n'a pas dit la même chose à moi qu'à toi. Est-ce que c'est la bonne réponse qu'elle a fait avec toi ou ce qu'elle a fait avec moi? Moi, ben, si je pense, par exemple, moi avec moi est allé à l'avion, puis avec l'autre n'est pas allé dans l'avion, qui avait. On ne sait pas à ça. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est encore plus c'est pas la solution finale, c'est qu'est-ce qui est arrivé entre les deux. Okay? De temps en temps, nous travaillons en équipe et nous devons gérer des situations conflictuelles. Fait que là, on va vous donner 1 minute avec ça. C'est une situation plus autobiographique. Il reste 30 secondes. C'est terminé. Pas toutes les fois, mais souvent, ces questions vont arriver avec un énoncé général comme ça. Et puis ensuite, l'interlocuteur va avoir différentes questions à vous poser. Puis souvent, ils vont vous les poser comme une à la suite de l'autre. Fait qu'admettons ici, la première question, c'est souvent de penser à quelque chose dans votre vie qui est en relation avec l'énoncé. Fait que si vous pouvez penser à une situation conflictuelle que vous avez vécue, puis on vous demanderait d'expliquer comment vous avez réagi à la situation. Et puis ensuite, on vous demanderait si vous allez faire quelque chose de similaire aujourd'hui, est-ce que vous réagissez différemment? Pourquoi oui, pourquoi non? Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Puis est-ce que ce serait quelque chose qui évoquerait un changement de comportement pour une prochaine fois? Puis ensuite, ici une question, exemple, c'est moi qui ai inventé la question, mais quelle stratégie quelle est votre stratégie quand vous devez résoudre un problème très complexe en équipe? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager un peu à quoi ils ont pensé une situation? Est-ce que ça a évoqué l'énoncé au début pour eux? Sinon, c'est pas grave. Oui, vas-y. Vas-y, Emma. Est-ce que tu avais en premier? Ahmed peut y aller parce qu'il n'a pas encore parlé. Sure, Ahmed, vas-y. Ouais, donc une situation que j'ai vécue, c'était lorsque je travaillais dans un camp de jour en tant que moniteur. Et donc, dans un camp de jour, on travaille beaucoup en équipe pour gérer notre groupe d'enfants. Et il y avait un moment où j'avais un collègue qui avait pas les mêmes valeurs que moi et comme il prenait son travail seulement pour l'argent, il s'en foutait un peu des comme enfants et des valeurs des enfants. Donc, comme au lieu de juste aller au gérant, j'ai essayé vraiment de parler avec lui en premier et de voir comme c'est quoi ses valeurs et de comprendre son point de vue avant de faire n'importe quelle décision. Mais
Ensuite, j'ai expliqué mes valeurs et comme notre responsabilité aussi en tant qu'animateur. Et ensuite, on a essayé de trouver un middle ground, donc comme de compromettre un peu de ma part et de sa part pour qu'on gère bien notre rôle en tant qu'animateur pour les enfants. Est-ce qu'il y a des situations en particulier auxquelles tu peux penser, comme est-ce qu'il y a eu, as-tu un exemple? Donc, par exemple, comme parce que c'était une équipe de deux, donc c'était comme on était deux animateurs. Ouais, Mhm. deux animateurs. Et généralement, ce qui se passe, c'est comme il y a un animateur qui va animer les jeux et il y a l'autre qui va superviser. Mais le problème, c'est que lorsque, par exemple, moi j'animais, je voyais qu'il était qu'il était simplement sur son téléphone et qui supervisait pas. Donc moi, je devais faire comme un rôle de deux en même temps. Donc, ça, c'est un des points que je l'ai que quand je l'ai parlé, je l'ai point out. Comment ça a été ton intervention avec ton coéquipier? Est-ce qu'il l'a bien pris ou est-ce que ça a changé les choses? Ouais, il a bien pris et quand je l'ai comme expliqué aussi notre rôle en tant qu'animateur et comme how big of a job it is d'avoir cette Mhm. responsabilité des enfants et qu'ils ont payé comme un montant, les parents ont payé un montant pour qu'ils soient là. Et comme quand je l'ai dit ça, je pense il a mieux compris son rôle et c'était mieux, ouais. Puis est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu aussi, là, par le fait qu'il y avait moins de surveillance chez les enfants? Ouais, donc moins de supervision, c'est sûr que ça va faire en sorte que les enfants sont plus à risque. C'est sûr qu'ils sont pas compétents, ils sont pas indépendants encore. Donc, ils vont faire des actions qui peuvent être dangereuses pour eux. Ils savent pas qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qui est pas dangereux. Et c'est sûr qu'en tant que notre rôle, en tant qu'animateur, les parents, ils ont payé un montant pour que leurs enfants s'amusent, mais aussi qu'ils soient sécuritaires. Donc, les parents ne veulent pas revenir d'une longue journée de travail voir leurs enfants injured. Donc, c'est ça. Donc, j'ai challengé un peu plus sur les questions parce que c'est le genre de questions Ouais. par le web qui te donnerait en choses pour vraiment donner plus accès à ta pensée, te faire réfléchir à d'autres choses, et puis te faire relever le truc de sécurité parce que je pense que c'est important ici. Je pense que c'est super bien que tu dises que tu es allé voir ton collègue en premier parce que surtout pour des choses mineures, comme tu dis, c'est pas mineur, mais c'est quand même mineur comme problème. D'aller voir ton collègue et essayer de résoudre le problème avec le collègue, c'est toujours la première étape avant de passer au superviseur. De garder en tête que si, disons, ton collègue aurait pas bien répondu ou aurait pas vraiment comme voulu voir ton point de vue, d'aller voir ton superviseur et d'essayer de prendre, d'avoir quelqu'un en autorité pour résoudre le problème, c'est tout à fait adéquat. Oui, vas-y, Emma, je t'écoute. Moi aussi, c'était une situation lorsque je travaillais au Conjo. Et ben, tout comme Ahmed, on était jumelés en équipe de deux pour prendre soin des enfants. Sauf que nous, on était à l'extérieur, donc on n'avait pas vraiment le groupe à superviser. Et à un moment, il y a un enfant qui a fait un geste problématique. Moi, je l'ai pris sur le côté parce que je voulais lui parler. Sauf que ma collègue, je pense, elle était pas au courant du fait que je voulais lui parler. Donc, directement, elle, ce qu'elle a fait, c'est elle lui a donné une punition. Mhm. Et donc, moi, et ce qui s'est passé, en fait, c'est ce qu'on n'a pas apprécié, c'est le fait qu'on soit allés comme l'une contre l'autre devant l'enfant. Puis elle, ce qu'elle m'a reproché devant l'enfant, c'était justement que je ne l'ai pas puni, par exemple. Mhm. Et même moi, j'ai demandé d'aller régler ça en privé. Je l'ai laissé lui donner sa punition. Puis après ça, je lui ai parlé en privé. Puis je lui ai dit justement, je n'ai pas apprécié que elle me contredise comme ça devant l'enfant, puisque en tant qu'équipe, on devait faire un front uni. Et puis, j'ai aussi dit ce que je comptais faire pour pas qu'elle pense que justement, je ne voulais pas punir l'enfant. Et donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était vraiment une erreur de communication. Donc, si je devais changer quelque chose, je pense, ça aurait juste dû être plus vocal avec elle et lui expliquer mes intentions pour qu'elle comprenne ce qui se passe et qu'elle ne vienne pas me contredire devant les enfants. Ouais. Je pense que c'est un super bon point que tu rapportes le fait qu'ici, c'était vraiment un problème de communication entre vous. Puis dans ce genre de situation-là, c'est de voir un peu ce que toi, tu aurais pu faire de plus, ce qu'elle aurait pu faire de plus, puis ce que tu ferais dans le futur. Fait que de le frame comme ça démontre que tu es une ouverture d'esprit, que tu n'es pas juste comme, tu sais, elle me contredit, puis fait
moi, j'avais raison, puis je just didn't listen to me, whatever. C'est de voir que c'était un two-way street, le manque de communication. Fait que je pense que tu as bien fait valoir dans ta réponse, Emma. Vas-y, Kaina. OK, donc moi, ma situation, c'était lors d'un projet en anglais que nous avions à faire. Nous étions 3. Et en fait, c'était un projet vraiment où on avait besoin de travail d'équipe et nous avions absolument besoin d'être toutes présentes ensemble à 3 parce que c'était un film que nous voulions tourner. Et en fait, une de nos coéquipières avait des horaires d'école très chargés ainsi que des fêtes religieuses. Et ce qui faisait en sorte que son horaire ne concordait avec aucune date que nous avions. Et c'était perçu, en tout cas de l'autre, la troisième coéquipière avait perçu ça comme un manque de sérieux, un manque de, de participation de sa part. Moi, personnellement, j'avais compris les deux côtés, dans le sens que, oui, de notre côté, de moi et mon autre collègue, c'est sûr que c'est dur de travailler avec quelqu'un qui a des horaires des horaires d'école et autres, autant chargés, mais il faut aussi comprendre, justement, elle vient d'une culture différente et je pense qu'elle mérite justement d'être accommodée. Et il y avait eu une petite chicane qui s'était réglée à la fin justement en comparant les deux points. D'un sens, il faut prendre en considération le stress académique qui n'est pas à négliger dans cet aspect-là. Et à la fin, on est juste venu dans un consensus qu'on allait se rencontrer par Internet. On avait trouvé une solution et ça avait fini par fonctionner et tout s'est bien passé. Super. C'est super. Je pense que c'est un super bon exemple. Les 3, c'est des bons exemples. Puis ça nous démontre que, tu sais, on peut penser, peut-être, surtout quand on est plus jeune, on pense, j'ai pas tant d'expérience de travail, j'ai pas tant d'expérience de tout ça, mais on a toutes des petites expériences personnelles qui sont rattachées aux affaires à préparer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais d'avoir ces situations-là préparées à l'avance, ça fait en sorte que on a plus de chances d'être capable d'être en mesure de nous expliquer ces situations-là, puis d'être moins stressé à essayer de penser à une situation le jour de l'entrevue. On peut passer à la prochaine slide. Bon, c'est difficile de passer, d'expliquer de manière claire et concise. Parfois c'est difficile parce qu'on veut, des fois, on veut plein de détails, puis puis au fond, on se perd un peu dans l'explication. Des fois, on donne pas assez de détails, puis en fait, c'est pas clair c'est quoi la problématique pour pour la personne qui fait l'entrevue. Bon, c'est important de choisir des situations où on a appris une notion puis qu'on peut réitérer quelque chose. J'ai fait une erreur que réitérer ce que vous saviez. Fait que de prendre des situations où vous avez appris une leçon qui a peut-être changé votre courant de pensée ou qui a réitéré l'importance de quelque chose pour vous. Je pense que ça peut être plus aidant parce que c'est quelque chose qui va être une réponse plus riche. Fait que de donner un exemple où ça pourrait bien s'être passé ou finalement on a trouvé une bonne solution, mais ça m'a réitéré l'importance de bien communiquer ou de bien planifier à l'avance les affaires, blablabla. Penser à des questions qui vont avoir des situations où il va y avoir des choses riches à aller chercher côté explication après. Bon, éviter de dire trop de détails, puis il faut vraiment qu'on raconte une histoire, essayer de penser c'est quoi vraiment le nécessaire pour que la personne comprenne cette situation. Fait que, mettons, de dire mon amie Natalia et Sarah, on était là, dehors, au campus 1000 de l'Université de Montréal pour faire, c'est pas important, on s'en fout. Genre, j'étais là avec mes 2 amis, on faisait un projet, tu sais. Puis l'importance de l'histoire, c'est vraiment moins important d'avoir comme une bonne histoire ou comme une histoire poignante qu'avoir quelque chose qui démontre ou que d'avoir une réponse qui démontre votre raisonnement, votre autocritique, de dire qu'est-ce que moi j'aurais pu faire de plus, qui démontre c'est quoi vos valeurs. Fait que pour moi, c'est vraiment, tu sais, de le dire à voix haute, pour moi, c'est vraiment important que, que le travail soit juste puis que ça soit divisé de manière équitable. Pour moi, c'est vraiment important que tout le monde se sente à l'aise en équipe et que que la voix de chacun soit entendue. Pour moi, c'est vraiment important. Tu peux le nommer comme ça, là, vos valeurs qui sont en compte dans la situation. Puis la collaboration, évidemment, c'est important de voir que vous n'êtes pas de votre côté à dire moi je savais c'était quoi la solution, fait que j'ai proposé, puis les autres n'écoutaient pas, puis genre on travaille ensemble. Donc c'est important, même dans d'autres situations. Oui, vas-y, Emma.
tu viens de dire que c'est important d'être explicite par rapport à nos valeurs. Est-ce que ça vaut aussi pour les scénarios? Parce que je sais que des fois, c'est pas très naturel de dire, par exemple, ah, pour moi, c'est talalala, mais est-ce qu'il faut quand même essayer de l'insérer doucement? Non, je veux dire, écoutez, ça c'est comme, c'est pas obligé de le dire ça dans vos réponses, même la manière que je l'ai dit, c'est juste one of the things que vous pourriez faire. Mais dans les situations avec les acteurs, honnêtement, essayez d'être le plus authentique, puis d'être le plus comme dans l'action que possible, parce qu'il y a des choses qui transparaissent comme étant inauthentiques, puis qui paraissent que vous voulez juste garder votre agenda, et ça se lie moins bien pour l'entrevue. Fait que non, je pense que si tu démontres que on sait, par exemple, on prend l'exemple de la question qu'on avait avant, d'être là, de faire comme, puis de vraiment chercher à comprendre c'est quoi qui te fait peur, Sarah, par rapport à monter dans l'avion, de dire, ouais, je comprends, ouais, j'entends bien quand tu me dis que ça, c'est quelque chose qui te fait peur, c'est pas facile, ça démontre que tes valeurs, c'est d'être à l'écoute, puis d'être empathique, puis d'être tout ça. Fait que t'as pas besoin de le dire tant que ça dans ces situations-là, je pense. Ça répond à ta question. All right. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce type de questions? Fait de démontrer une bonne autocritique, d'être capable de, dans une situation, être en mesure d'expliquer ce qu'on a appris en travers la situation, ce qu'on ferait différent, parce que personne n'est parfait, personne n'a des interactions parfaites dans leur vie. C'est normal parfois de se dire, oh, j'aurais pu être un peu plus attentive, oh, j'aurais pu être capable, ou ah, tu sais, j'aurais pu, dans cette situation-là, peut-être que cette personne-là aurait pu, puis même pour l'autre personne, cette personne peut-être qu'elle a été dans une situation plus stressante, puis elle aurait pu faire ça, puis ça a été différent, non, non, non. C'est important dans la vie d'être capable d'être en mesure de toujours se auto-évaluer et de réévaluer la situation pour être de mieux en mieux, puis de ne pas penser qu'on doit toujours être parfait, puis que notre solution était toujours la bonne, puis nous, on était bien censés, puis personne d'autre l'était. Sans non plus se mettre dans le tapis, là. Savoir pourquoi, ouais, essayer de voir, c'est pourquoi on pose cette question-là, genre pourquoi c'est important d'être capable de travailler en équipe, puis d'être en mesure de résoudre des conflits comme médecin. Like, ouais, mais c'est parce que les médecins travaillent toujours en équipe. C'est inévitable d'avoir des conflits, avoir des outils, puis avoir déjà eu des situations où on a dû résoudre un conflit. Mais ça peut être aidant quand on va y faire face dans une situation à l'hôpital. C'est stressant la médecine, d'avoir eu des moments stressants dans la vie où tu développes des stratégies. Ça va être aidant parce que c'est inévitable qu'il va y avoir des moments stressants, comme j'ai dit tantôt, par rapport à faire face à de la critique constructive. Ça, c'est inévitable qu'il va en avoir en médecine. Fait que pensez-y, genre, pourquoi c'est important que je pense à cette situation-là, mais pourquoi c'est important d'avoir un médecin, puis ça peut vous aider un peu à orienter votre réponse, puis même le dire des fois, là, puis dire, vous auriez pu dire dans cet exemple-là, à la dernière question, quand il vous pose c'est quoi votre stratégie, votre stratégie, c'est de maintenir une bonne communication, d'assurer que tout le monde s'entend sur un plan ensemble, de réévaluer le plan, et puis dire ça, c'est quelque chose que les médecins font tout le temps, parce que mais c'est pas obligé, mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Bon, les essentiels, fait que je redonne la parole à Elisabeth pour vous résumer un peu ce qu'on disait. Ton micro. Donc ça, c'est un exemple de quoi pas faire lors des entrevues. Il faut s'assurer que tout ce qui est côté micro, caméra, ça fonctionne parfaitement. Pratiquez-vous, mais pas trop pratiquer, donc pas avoir l'air robotique. Puis être bien habillé, pas trop maquillé, choisir un environnement calme, bien dormir. Léla a vraiment stressé l'importance de bien dormir tantôt. Puis pendant les entrevues, être soi-même, bien prendre le temps au début pour lire la vignette et penser à sa réponse. Puis quand ça termine, c'est terminé, là. On va au prochain. Pour les stations en équipe, soyez respectueux envers les autres applicants. Donc, essayez pas de prendre toute la place. Soyez authentique. Établissez un plan avec votre collègue. Et finalement, ne pas sous-estimer le pouvoir du non-verbal. Donc, c'est difficile, mais essayez de rester calme. Puis, saluez vos interlocuteurs quand vous entrez dans la station au début. Vous avez le temps de dire bonjour, souriez, écoutez bien.
Puis ça, c'est une liste de conseils qu'on a juste comme screenshot de la page de UDM. Donc, vous pouvez lire ça plus tard quand vous avez notre PowerPoint. Et ça, c'est une liste de ressources qu'on a colligées. Puis dans ce drive, on a aussi mis des questions comme classiques d'entrevue. Donc, vous pouvez regarder ça. Ben, ça va être tout. Donc, merci beaucoup de votre écoute et de votre participation active. Est-ce que vous avez des questions? On vous souhaite vraiment bonne chance pour l'entrevue. Oh, vas-y, Kaina. Oui, pardon, une question. Oui, pas de souci. Parce que j'ai lu le document préparatoire qu'ils nous ont fourni et ça mentionne station de discussion et station jeu de rôle, mais est-ce qu'il y aurait, j'imagine que ça serait incorporé dans les stations de discussion, mais des questions d'entrevue basiques. Est-ce que ça rentre dans sa station de discussion? Ouais, je veux dire, je serais très, je peux pas dire ce qui c'est déjà, sans le dire, je serais très surprise que dans une entrevue en médecine, ils ne demandent pas pourquoi vous êtes médecin. Je suis très surprise. Ok, c'est bon, merci. Pensez-y, là, si vous êtes dans leur position, ce qui est essentiel. Ouais. Ok, merci. De rien. Vas-y, Nouria. Oui, j'ai une question. En fait, c'est parce que je sais que vous avez dit comme il ne faut pas avoir peur de parler, de prendre l'aide. Mais si par exemple, on est quelqu'un qui est plus... Nouria, ton micro grésille un peu. Est-ce que tu peux régler ou ajuster? Ouais, ton micro, on entend beaucoup de scratch. C'est difficile de bien t'entendre. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas mal pareil, honnêtement, Nouria. Veux-tu peut-être écrire ta question? Est-ce que ça serait plus simple? Ok, je vais Simplement enlève le micro. Enlève le micro parfois. Peut-être enlève et remets ton micro pour voir. Peut-être que ça peut Voilà. aider. Ou mettre sur speaker. Pour tout le monde, je pense qu'ils vous donnent tous un lien pour aller tester votre environnement électronique sur Zoom ou whatever. Je vous encourage juste à le faire comme pas la journée même, faites-le avant. Puis établissez votre background, votre lumière, tout ça. Ça va faire en sorte que le jour, vous allez déjà être préparé pour ça. Dr. Jean-Charles, avez-vous des questions? Oui, je pense pendant que Nouria règle le micro, une des choses importantes que je vais passer à tous les étudiants, déjà, je les félicite d'avoir pris leur samedi pour venir ici. Et je vous remercie, toi et Elisabeth, Léla et Elisabeth, pour votre temps. Et une des choses qui est fondamentale, c'est qu'il faut que vous alliez à l'entrevue en prenant ça comme quelque chose de sérieux. Souvent, on voit des étudiants qui arrivent nonchalamment. Et c'est une des choses qui transparaît très facilement, puisqu'on n'est pas dans une démarche écrite, on est vraiment dans une démarche orale. Donc, de démontrer qu'on est authentique, comme ça a été mentionné, c'est important, mais aussi de démontrer qu'on est dans un processus d'apprentissage et puis en même temps qu'on a fait l'effort de se préparer sans nonchalance, c'est majeur. Donc, je vous recommande d'avoir ça en tête. Parfois, on voit les gens qui, parce qu'ils ont eu des prix, des bourses, ils arrivent aux entrevues comme ça, zen. Mais il faut vraiment prendre ça au sérieux. Donc, nourrir. Tout à fait d'accord. Puis même, ça remonte à ce que Elisabeth disait par rapport à la tenue vestimentaire. Tu sais, j'en ai vu toutes les couleurs dans les entrevues. C'est toujours mieux d'être plus trop conservateur que pas assez dans notre habillement, dans notre maquillage, dans notre disposition. C'est toujours mieux d'être plus que pas assez, honnêtement. Ça transparaît mieux.
Donc, Avez-vous Nour a écrit sa question dans la boîte de chat. Vas-y. Avez-vous des astuces pour les gens qui sont plus introvertis et qui ont la difficulté à prendre le rôle de leadership? C'est une super bonne question, Nouria, parce que je pense que parfois, ce qu'on voit souvent, ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, whatever, ou qui sont plus vocales, côté dans le corps de toutes les étudiants en médecine et tous les médecins, c'est ceux qui sont plus extravertis. Mais sache que dans la cohorte de 280 personnes, il y en a plein qui sont plus introvertis, qui sont moins à l'aise avec parler en public. Fait que tu ne vas pas être la seule. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'être un bon médecin. C'est vraiment pas ça. Puis prendre le rôle de leadership, je veux dire, dans cette optique d'entrevue MEM, tu n'es pas là pour être le leader tout de suite. Tu es là pour démontrer que tu es quelqu'un d'empathique, que tu es quelqu'un qui a pensé à pourquoi elle veut être médecin, qui est capable quand même de communiquer avec les gens. Mais fais-le avec de ta manière. Puis, tu sais, va avec l'esprit avant que, like, que tu es capable, que tu vas être un bon médecin, puis d'avoir la confiance. Je pense que ça, c'est beaucoup mieux que d'être là, puis d'être puis super extraverti, puis tout. D'être comme confiant, puis silencieux, ça parle beaucoup plus parfois que d'être super like neurotic, puis parler très fort, puis parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que ce que je te conseillerais, c'est de faire des pratiques quand même, là, de pratiquer avec les genres de choses qu'on t'a données, comme ça, tu es un peu plus en confiance avec toi une fois arrivé à l'entrevue. Et puis, tu sais, parfois, ce qui peut aider c'est pas dans les médias, là, c'est plus dans les années, whatever, faire du bénévolat, avoir un travail, ou se mettre dans des situations où on parle beaucoup avec différents gens de différents milieux, ça peut nous préparer ensuite pour éventuellement, oui, faire des entrevues, mais aussi éventuellement aller être dans l'environnement clinique où inévitablement on va devoir interagir avec des gens. En médecine, il y a plein de différents avenues dans la médecine, puis il y en a qui sont plus ciblés pour les gens qui peut-être veulent plus prendre un rôle plus comme en retrait des patients, comme tu peux être un super bon radiologue, oui, tu travailles en équipe avec les autres, mais tu parles moins avec 50 patients par jour. Mais sache que dans tes 2 années de rotation clinique en médecine, tu vas devoir faire tous les différents milieux. Tu vas devoir faire de la médecine familiale, de la pédiatrie, de la gynéco-obstétrique. Tu es un peu plus à l'aise avec interagir avec les autres par des expériences personnelles. Je pense que ça peut être aidant. Mais je ne veux pas que tu te décourages en disant que je suis plus introvertie, je ne vais pas pétine. C'est vraiment pas ça du tout, du tout, du tout. Là. Je ne sais pas si Elisabeth a quelque chose à rajouter par rapport à ça. Oui, donc je pense que pas tout le monde est à l'aise comme dès le départ de comme prendre des rôles de leadership, parler devant le public, mais ça vient avec l'expérience. Donc, j'adore l'idée de bénévolat, comme s'engager dans des projets à ton université ou à ton cégep, juste comme prendre des petits rôles, puis ensuite, ça va comme t'aider à grandir, puis prendre des plus grands rôles la prochaine fois. Donc, c'est ça. Je pense que dans la médecine, il y a la place pour tous les types de personnalités, extroverties ou introverties. Juste réfléchis aux activités que tu as déjà faites, aux activités dans lesquelles tu peux t'engager, puis ça va paraître aux entrevues que tu as fait toute cette préparation, tu as toutes ces compétences. Donc, stresse pas. OK, une autre question. How do you avoid burning out during finals week, and what are your full-time students or part-time work on the other side of school? Donc, la question, c'est comment on évite le burn-out durant la semaine des finaux quand on a un travail, quand tu travailles à temps partiel en même temps d'être à temps plein dans les études. Puis, en plus, en ayant des engagements à côté, c'est une super bonne question. Puis je pense que je peux en parler parce que tout au long de mon bac, j'ai eu des jobs, j'ai été bénévole, j'ai des engagements à l'extérieur de mon cursus à temps plein, puis pareil en médecine. Puis, bon, pour avoid burn-out, c'est difficile à dire parce que là, maintenant, on est au final. Mais mes clés pour la réussite, vraiment, là, pour avoir des bonnes notes, pour être compétitif en médecine tout en ayant une job et en ayant des engagements à l'extérieur, c'est de faire la préparation, de faire le travail tout au long de la session. Fait d'être à jour dans ses cours, d'être à jour dans son étude,
puis de ne pas réserver son étude pour la semaine avant les examens. C'est la meilleure clé pour la réussite, puis de trouver des petits moments ici puis là pour comme rattraper. Fait qu'admettons, moi, ce que je faisais, c'est que pendant mes pauses, entre mes cours, au lieu d'aller comme luncher, puis genre, puis comme complémenter, c'est ça que je faisais là. Au lieu d'aller luncher pendant 1 heure, je lunchais pendant comme, le temps que ça prenait comme 15 minutes, puis le reste, je prenais le temps pour étudier puis réviser mes concepts clés. Comme ça, rendu à la semaine d'examen, c'était moins un gros travail d'études. Beaucoup plus digérable. Puis assure-toi d'avoir une job à temps partiel où tu as la flexibilité pour prendre le temps que tu as besoin off pour tes examens. Je pense que c'est super important. Il vaut mieux changer de job pour quelque chose qui convient plus à tes objectifs de carrière et à tes objectifs de notes que de rester dans une job qui te met de la pression pour rester avec tes 20 heures par semaine la semaine de ton examen. C'est pas raisonnable, ça. Fait que, il faut essayer. C'est pas toujours évident, là, mais essayer de trouver une job qui est plus flexible avec ton horaire et avec tes ambitions. Je trouve que ça peut être très, très, très payant à long terme. Fait que moi, admettons, j'avais une de mes jobs, je leur disais, je suis comme pour ces 2 semaines-là, moi, j'existe pas. Je travaille pas, je m'excuse. It is what it is. C'est sûr que c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui ont des engagements où ils doivent garder un certain nombre d'heures. Mais après ça, c'est de trouver un juste milieu entre le travail que tu dois faire, puis en même temps, atteindre tes objectifs. Je sais pas si c'est aidant comme réponse, Nouria. Je sais que je t'ai rajouté, Isabelle. Non, je pense que tu as vraiment bien dit, là. Parfait. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Je regarde. Donc, parfait. Donc, je vais demander à tout le monde d'ouvrir la caméra. On va faire juste une photo finale. Est-ce que tu veux mettre la première diapo? Comme ça apparaîtra. Remets juste la première diapo. Et puis, on aura la photo. Et après, on va clôturer la séance. Je remercie vraiment tout le monde pour votre présence. Je remercie Elisabeth et Léla. Et je vous invite à bien revoir tout ça. Je vais vous envoyer le lien de l'enregistrement d'ici au plus tard demain, le temps de mettre en ligne. Et ensuite, vous pourrez réécouter. Donc, on va faire une petite photo de groupe. Attention au sourire, contrôle, commande. Et voilà, 1, 2, 3, cheese. Excellent. Donc, voilà, la rencontre est officiellement terminée. Je passe le micro aux animatrices pour leur mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Chou. Donc, félicitations vraiment à ceux qui ont des entrevues. C'est déjà, le gros travail déjà fait. Il reste juste sur cette étape-là. Et puis, faites de votre mieux. Ayez confiance en vous. Ça va bien aller. Si ça ne va pas, comme ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais y arriver. Comme, je pense que je vous donne l'exemple. Maintenant, je suis dans mon premier choix de résidence, mon premier choix de carrière. Puis, j'ai eu des épreuves et tout ça. Fait que, arriver à avoir vos rêves, il ne faut juste pas lâcher. Mais déjà, vous êtes plus près que je l'étais là 5 ans. Donc, je vous félicite. Je vous souhaite vraiment bonne chance. J'espère que ça a été aidant comme session. Dr. Jean-Chou, on va partager avec Dr. Jean-Chou le lien pour le Canva s'il veut nous partager avec les liens des banques de questions. Puis merci beaucoup de votre participation. Je laisse Isabelle terminer. Oui, j'espère que ça a été utile et on vous souhaite vraiment le meilleur pour vos entrevues, pour vos applications. Vous êtes capables. Yes, you can. C'est un beau mot de la fin. Donc, merci Emma, merci Ahmed, merci Grace, merci Kahina, merci Lorraine et Kathleen, merci et Nouria, merci. Rendez-vous au prochain. Rendez-vous aux prochains épisodes. Merci beaucoup. Donc, tenez-nous au courant de l'évolution. Merci.